Une crise, ça n'est jamais agréable. Étrangement, pour les chercheurs en gestion, en management, en stratégie, en gouvernance d'entreprise, la crise de 2007-2008 n'a pas eu que des défauts. Elle a permis de se rendre compte de l'importance des connaissances en management, en stratégie, en gouvernance. C'est cette prise de conscience qui a participé de la volonté d'élaborer une encyclopédie de la stratégie, projet qui est aujourd'hui publié aux éditions Vuber. Pour discuter de cette encyclopédie de la stratégie, j'ai invité deux de ses auteurs, Alain-Charles Martinet, bonjour, professeur à l'Université de Lyon, Marielle Audrey-Payot, bonjour, maître de conférence à l'Université de Lyon. Management hors sol. Vous évoquez un management hors sol. Vous pouvez nous en dire plus, Alain Martinet? On peut essayer. Management hors sol, c'est quelque chose qui parcourt, je dirais, les 15 ou 20 ans de recherche qui se sont déroulés à Lyon en particulier, au motif que l'essentiel de la recherche en stratégie est une recherche de type positiviste qui consiste à essayer d'élaborer des lois universelles indépendantes justement du contexte dans lequel... Indépendantes de celui qui produit la connaissance. Indépendantes de celui qui produit existe. La connaissance, qui doit être transparent, et indépendantes du contexte puisqu'il s'agit d'élaborer des lois universelles ou qui sont réputées telles. Or, la conviction que nous avons depuis fort longtemps, c'est que le management est un problème de situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de management dans le vide sidéral. Le management consiste à gérer des situations complexes. Et ces situations complexes, bien sûr, peuvent faire référence à des concepts, à des outils qui sont génériques, mais qui, dans chaque cas de figure, doivent être utilisés en situation d'information incomplète, hein, ce qui caractérise naturellement le décideur. D'où le fait que le management hors sol, de mon point de vue, a deux volets. C'est-à-dire le volet de la recherche que je viens d'évoquer. Est-ce qu'on n'a pas vocation à produire de la connaissance contextuelle, ce qui signifie une réelle présence sur les terrains, dans les situations, une réelle immersion dans les situations que l'on décide d'examiner. Et puis naturellement, c'est un volet qui concerne les pratiques, puisque... j'allais dire, la vulgate de l'enseignement du management au cours des dernières décennies a consisté, au contraire, à essayer d'enseigner un management qui est cosmopolite, qui aurait vocation à s'appliquer en tout temps et en tout lieu. Or, on se rend bien compte aujourd'hui que des limites, notamment dans les grands groupes, de ce type de management. Alors la blouse bleue plutôt que la blouse blanche, pas avoir peur de se salir les mains, pas avoir peur d'aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Vous avez produit plusieurs entrées de l'encyclopédie de la stratégie, pauvreté, gouvernance des groupes, des grands groupes de société, épistémologie de la stratégie. Marielle Payot, pauvreté, c'est sur le terrain quand on va étudier la pauvreté, qu'est-ce qui se passe ? En tant que gestionnaire, c'est une nouvelle dimension. C'est quasi des méthodologies proches de l'anthropologie. Enfin, c'est un petit peu prétentieux, mais en tous les cas, c'est sur le terrain. On mouille la chemise, hein, on y va, on va rencontrer... Concrètement, le terrain, c'est quoi? Vous êtes sur les stratégies bas de pyramide? On est de manière... C'est le Sénégal, c'est... Alors le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, enfin tout pays et bientôt chez nous, hein, tout pays qui dispose de cette population vivant sous le seuil de la pauvreté. Donc pour des histoires de parité de pouvoir d'achat, les sommes sont différentes d'un pays à l'autre, mais grosso modo, selon la Banque mondiale, c'est donc 9 $ par jour. Et le terrain, ça veut dire quoi? Ils appellent ça de manière très délicate les quartiers difficiles, ce que nous on appelle ici des bidonvilles. Et c'est être avec les familles, comprendre comment elles vivent, ce qu'elles consomment, de quelle manière, pour combien de personnes, et quels sont leurs accès à ce qui est pour nous presque naturel, l'éducation, les soins, l'alimentation, et quelles sont ces frontières-là chez ces familles-là. On en reparlera parce que dans les stratégies BOP, on parle des 4 P, on bascule vers les 4 A, si j'ai bien compris, mais on en reparlera. Alain Martinet, on parle BOP, pauvreté, puis les multinationales de l'autre côté, les grands groupes, la gouvernance des grands groupes. Comment ça... Vous avez évoqué un travail de recherche de longue haleine. Comment ça s'articule, ces deux dimensions qui vous amènent à produire des entrées aussi différentes que les grands groupes d'un côté et les pauvres de l'autre? Alors, chez moi, ça s'articule d'une façon simple autour de la notion de politique générale.
C'est-à-dire que je crois qu'avant d'être des techniques ou des concepts, la stratégie consiste à essayer de produire des mondes, à les produire dans l'esprit d'abord et puis en réalité ensuite. Et par conséquent, la dimension est fondamentalement une dimension politique. Alors, on a écrasé ces dernières années, pour les raisons que l'on connaît, financiarisation, on a écrasé la politique générale sur le fameux 15% de ROE, tu rechercheras. Et retour sur capitaux investis, donc et on en a vu toutes les limites. Or, ce dont on se rend compte quand on examine des groupes de façon, j'allais dire, clinique, et on s'aperçoit que les meilleurs d'entre eux sont principalement des groupes dans lesquels la politique générale est riche. Riche, ça veut dire qu'il y a des conflits, qu'il y a des débats, qu'il y a donc des compromis, qu'il y a des arbitrages. Et tout ça ne se résout pas dans la maximisation de la valeur actionnariale en tout temps et en tout lieu. Donc il y a politique générale. S'il y a politique générale, il y a gouvernance. Et gouvernance, notre cœur penche, pour des raisons qui remontent à très loin, notre cœur penche vers ce qu'on peut appeler la gouvernance partenariale. C'est-à-dire que le dirigeant n'est pas le valet de l'actionnaire, sur lequel il doit s'aligner. Il bâtit des compromis avec les parties prenantes. Voilà, le dirigeant, peu ou prou, qu'il le veuille ou non d'ailleurs, en situation concrète et réelle, il est obligé de composer avec un certain nombre de parties prenantes. Alors il a une certaine liberté pour dire je prends ceci, je ne prends pas cela, celle-ci, celle-là, mais bon, un certain nombre de parties prenantes. Liberté et responsabilité. Et responsabilité. Donc stratégie au sens complexe du terme, gouvernance, politique générale, et à partir de là, on tombe immédiatement sur ce que l'on appelle aujourd'hui la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors quand Friedman dit en 62, il n'y a pas d'autre responsabilité sociale de l'entreprise que de maximiser la valeur actionnariale, tout ceci est bel et bon dans une optique purement idéologique, mais on sait très bien que ça ne marche pas, et que ça ne peut pas marcher. Parce qu'avant de maximiser la valeur actionnariale, on est bien obligé, contrairement à ce que souhaitaient certains présidents, directeurs généraux français, on est bien obligé de produire. On produit avec des gens, jusqu'à preuve du contraire. On est bien obligé de vendre, on produit avec des gens, on vend avec des gens, on vend à des gens, etc. Bref, il est difficile d'avoir des entreprises, comme on disait autrefois, sans ouvriers, sans clients, sans fournisseurs, etc. Et par conséquent, on a des parties prenantes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RSE est quelque chose d'inévitable. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des choix, bien sûr. L'inévitable, ça ne veut pas dire que tout le monde est contraint de faire la même chose, bien au contraire. Il y a des grandes zones de choix, des grandes options de choix. Alors, certains font du make-up, du cosmétique. Et puis d'autres, à l'autre extrémité, dans les travaux qu'on a pu faire, vont jusqu'à des stratégies de contribution de lutte contre l'extrême pauvreté. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a toute une palette possible et imaginable. Y compris d'organisation interne, mais on y reviendra peut-être. Vous avez évoqué l'extrême pauvreté, vous avez évoqué Friedman, un des... Enfin, ceux que connaissent, qui obsèdent même la littérature, c'est un auteur comme Michael Jensen, avec la théorie de l'agence, qui fait précisément du dirigeant un valet des actionnaires, ce que vous avez dit. Jensen lui-même, qui aujourd'hui reconnaît qu'il s'est trompé. C'est-à-dire que c'est parfois ceux qui agissent en son nom, au nom des théories qu'il a produites, oublient que lui-même aujourd'hui dit il faut faire des choses plus grandes que soi-même, et la maximisation de la valeur pour l'actionnaire, ce n'est pas quelque chose de plus grand que soi-même. L'extrême pauvreté, Marianne Payot, ça c'est plus grand que soi-même. Oui, en effet, ça modifie un tant soit peu quand même ce qu'on imaginait jusque-là être le projet de l'entreprise, mais ça aussi, ça emmène des gens, c'est-à-dire que les managers en ressortent... Ça donne du sens. Ça donne du sens, les managers en ressortent... En tous les cas, plus épanouis, je ne sais pas, mais on découvert des choses, on revient avec des valeurs différentes, avec des savoirs complètement inhabituels et complètement inouïs. Enfin, des expériences ultimes. Oui, proche du terrain, mais un terrain différent. Les entreprises travaillent avec des acteurs effectivement aussi un peu différents, avec des ONG, avec des chefs de village, parce que si on prend pas... si on n'informe pas le chef de village, tout sera bloqué, donc des petits points comme ça. Et puis également avec les pouvoirs publics locaux qui accompagnent les entreprises, que ce soit le ministère de la Santé qui accompagne des groupes agroalimentaires sur l'éducation, sur les nutriments par exemple. Donc oui, différemment.
de manière... D'où les 4P vers les 4A. Oui, alors les 4P du marketing sont revus quand on parle de l'extrême pauvreté. On parle des 4A, enfin on parle, c'est surtout le père du BOP. Un par un, les lecteurs iront voir. C'est surtout le père du BOP, hein, les 4A, c'est Prahalad, qui est évidemment un critère incontournable, le prix, un prix bas, donc c'est la notion d'accès. C'est aussi la notion du partout, c'est-à-dire que les populations sont dispersées sur des territoires chaotiques où il faut parfois 4-5 heures pour faire 180 km. Ça demande à reconcevoir le système de distribution traditionnel, traditionnel de chez nous. Et c'est aussi une prise de conscience dans la consommation, c'est-à-dire que ces populations-là n'ont pas la même connaissance que nous d'un certain nombre de choses et par contre, si on veut qu'elles acceptent ce produit ou qu'elles en découvrent les bienfaits, il faut les accompagner dans la consommation pour pas qu'elles en détournent leur usage. Alors Alain Martinet, on sent que là on bascule dans des choses complexes. Évaluer des stratégies comme celle-là, c'est autre chose que le fameux recentrage sur le cœur de métier où on n'a plus qu'à être un rouleau compresseur en contrôle de gestion. Oui, votre remarque me fait souvenir de ce que disait le grand Peter Drucker à une époque. Il disait les managers voudraient que les problèmes soient simples, mais il ne suffit pas de regarder les problèmes pour qu'ils deviennent simples. Alors, on l'a cru pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Si on peut gérer un très grand groupe avec un indicateur qui est le ROE, 15%, avec un seul objectif, etc., et on met tout le monde, on aligne tout le monde, quel que soit le niveau hiérarchique, ça a marché. Ça a marché à court moyen terme, ça a produit effectivement de la valeur actionnariale, ça a fait des dégâts absolument considérables, y compris et notamment dans les groupes considérés. Et par conséquent, je crois qu'aujourd'hui, il faut réapprendre une certaine forme de complexité. Complexité, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'absolument grandiose sur le plan intellectuel. Moi, je trouve qu'il y a une extraordinaire constance dans tout ça, c'est-à-dire que on met l'accent sur les très grands groupes et la financiarisation dans laquelle ils se sont précipités ou laissés entraîner. Et puis on oublie tous ceux que un collègue allemand, c'est Simon, appelle les champions cachés de la performance. Champions cachés de la performance, c'est-à-dire toute cette j'allais dire, ribambelle d'entreprises, comme par hasard, plutôt allemandes, autrichiennes, helvétiques, qui sont leaders mondiaux sur des marchés significatifs sans être des groupes d'une taille comparable aux géants. Et ces entreprises, quand on les examine de très près, et le meilleur de la recherche en stratégie effectuée par des collègues comme Danny Miller et d'autres, examine ces entreprises de très près, de quoi s'aperçoit-on ? On s'aperçoit au fond qu'elles partagent, bien sûr, il n'y a pas un type unique, il y en a au contraire 4 ou 5, mais il y a quand même malgré tout des invariants dans tout ça. Et les invariants, c'est quoi ? En général, c'est la durée, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont une politique générale et une stratégie sur la très longue durée. Ce sont des entreprises dans lesquelles il y a une grande constance de l'équipe dirigeante. Et la théorie de l'agence nous a au contraire poussé à penser qu'il ne fallait pas que les dirigeants s'enracinent, parce que s'ils s'enracinaient, c'était catastrophique. Bon, là, comme par hasard, on a des dirigeants qui dirigent pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et des effets d'apprentissage. Voilà. On s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'il ne peut pas y avoir d'innovation si on ne continue pas à fabriquer. Alors là aussi, le mirage des entreprises sans usine, ça ne marche pas, parce que s'il n'y a pas d'ingénieurs, s'il n'y a pas de techniciens, s'il n'y a pas d'ouvriers, on n'innove pas. Ces entreprises innovent de façon très, très, très proche du client. Et elles sont en réponse permanente à ce que demande le client. Et on s'aperçoit, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, qu'il y a beaucoup plus de gens au commercial qu'au marketing. Grosso modo, c'est une proportion de 1 à 5. C'est-à-dire que dans les très grands groupes français en particulier, il y a plein de gens au marketing. Il y a souvent une certaine carence dans les équipes commerciales, et dans ces champions de cachet de la performance, on a exactement la proportion inverse. Alors ça peut être médité. Effectivement, ça mérite sans doute de l'être. Marielle Audrey-Payot, un mot sur cette idée-là qu'il faut de la durée, il faut de l'apprentissage, il faut... quand on est chercheur en gestion comme vous êtes tous deux d'ailleurs, mais quand on va sur le terrain, ça a des conséquences quand même. Ça veut dire qu'il faut aller travailler la matière. On ne fait pas ça depuis son bureau, quoi.
Non. Mais plus on va sur le terrain, plus on a envie d'y être, plus on a envie d'être proche des problématiques qui se créent. Et quand même des consommateurs concernant les plus démunis, parce qu'il faut partir non pas des besoins mais des nécessités. Donc c'est vraiment un marketing revisité. Je ne dirais pas qu'il est complètement inutile ou qu'il faut l'effacer, mais le reconcevoir, parce que je ne pense pas que vendre des cigarettes à bas prix, ce soit des produits BOP. Je ne pense pas que vendre des barres chocolatées ou tout ce qui a créé l'obésité des pays développés soit des produits BOP. En revanche, le terrain apporterait justement une manière d'apporter des besoins, enfin de répondre à des nécessités, que ce soit en nutriments, en soins, en éducation, une fois de plus. Très bien. Écoutez, cet entretien touche à sa fin. Peut-être un mot de conclusion, Alain Martinet, pour taper du poing sur la table en disant faites de la recherche, sortez de vos bureaux, allez voir ce qui se passe. Non, peut-être le mot de conclusion, c'est le mot désir. C'est-à-dire que le philosophe Bernard Stiegler, qui est un des rares philosophes français à connaître la technique et la technologie de très près, a élaboré énormément sur ce thème du risque d'effondrement du désir. Je crois que nos sociétés sont constamment confrontées au problème de l'effondrement du désir. C'est plus que désir nos politiques, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que le consommateur est confronté à une espèce d'envie compulsive. Hein. Il suffit de voir ce qui se passe quand on sort un iPad numéro je ne sais plus combien. Et sans arrêt réalimenté, d'ailleurs. Voilà. Bon, mais derrière cette envie compulsive, par définition, il faut la renouveler constamment. Et je pense qu'un des grands problèmes auxquels vont être confrontés de plus en plus les entreprises, mais aussi les chercheurs, c'est comment maintenir le vrai désir, hein, c'est-à-dire le vrai désir de vivre, le vrai désir d'exister. On voit ce qu'on appelle la fatigue des managers. Ce que l'on appelle le désenchantement du consommateur, ce que l'on voit parfois dans nos universités, pas les autres bien sûr que celles que nous fréquentons, cette espèce de gris moyen qui circule dans les couloirs, de figures sur lesquelles le désir, le rire ont disparu. Donc je crois que c'est ça le fond du problème. Et je suis convaincu que même pour un grand groupe, même pour des managers de grands groupes, le fait d'avoir une certaine forme de responsabilité sociale et par exemple d'essayer de répondre au drame de quelques milliards de nos contemporains est quelque chose qui est susceptible de réanimer le désir. Absolument. Entreprendre, c'est créer, c'est exister. On a trop souvent essayé de ramener la gestion à sa dimension technicienne. C'est d'abord ça l'essence, c'est la création, c'est l'existence, c'est donner du sens. Je vous remercie de cette table ronde et donc des entrées à découvrir dans l'encyclopédie de la stratégie aux éditions Vibert. Alain Charles Martinet, Marie-Audrey Payot, merci de votre venue. Merci Jean-Philippe.